Bonjour Randall Schwerdorfer, merci d'être avec nous ce matin. Je voulais qu'elle se taise, la tragédie amoureuse d'Alexia et Jonathan Daval. C'est un livre, un témoignage qui paraît chez Hugo Doc. Évidemment, l'affaire Daval a défrayé la chronique, a été à la une de l'actualité depuis 2017. On suit on suit cette affaire qui a été évidemment très très suivi partout. Vous êtes l'avocat de Jonathan Daval. Vous publiez ce livre aujourd'hui avec Frédéric Gilbert qui raconte votre parcours. Déjà, vous êtes toujours en contact avec Jonathan Daval ? Alors, je suis toujours avec Metz-Patafora, nous sommes toujours les avocats de Jonathan Daval. Mettez bien, le micro, pardon. Pardon, excusez-moi. Je suis toujours l'avocat de Jonathan Daval. Je suis en contact avec Jonathan Daval, notamment par l'intermédiaire de Martine, sa maman, parce qu'il est assez loin de Besançon. Et en tout cas, on va suivre l'évolution pénale et judiciaire de son affaire jusqu'au bout. Il a été condamné à 25 ans de prison. Exactement. Il n'a pas fait appel. Non. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que d'abord, vous savez, les décisions aujourd'hui des cours d'assises dans des affaires similaires sont plus de l'ordre de 30 ans, voire perpétuité prononcée. Deuxièmement, il n'y a pas eu de période de sûreté spéciale prononcée et il aurait été donc complètement aberrant judiciairement d'interjeter appel d'une telle décision. Deuxièmement, quelle qu'était la décision, Jonathan avait déjà pris cette option de ne pas interjeter appel. Peu importe la peine qu'il prenait. Il acceptait la peine. Il acceptait la peine, quelle qu'elle soit. Donc, alors, quand j'ai préparé l'émission, j'ai regardé un petit peu sur Internet, je me suis rendu compte que vous étiez empêché d'aller signer votre livre dans des librairies, que des collectifs féministes s'opposent à ce que vous veniez. Je me suis interrogée en me disant, mais oui, pourquoi je recevrais l'avocat d'un meurtrier et puis j'ai lu le livre et c'est intéressant parce que Frédéric Gilbert retrace les étapes, toutes les étapes procédurales. Et c'est vrai que est-ce que vous pouvez comprendre que ça puisse choquer ? Bien sûr. Pourquoi vous avez eu envie, vous, d'écrire ce livre ? Mais d'abord, vous saurez que moi je viens d'une famille où on ne sait pas ce qu'est un avocat ou ce qu'est la justice. Et que quand j'ai dit à mes parents que je voulais être avocat, ça a été la consternation. Deuxièmement, défendre des meurtriers, je sais très bien que pour la plupart des gens c'est illisible, incompréhensible. Mais pourtant, quand on est à cette place-là, on comprend le rôle essentiel qu'on peut avoir, et notamment le rôle démocratique que peut avoir l'avocat de défendre ce qu'il y a de plus difficile, ce qu'il y a de pire. Et je pense que c'est vraiment la place d'un avocat d'être à côté de celui qui est le plus haï, notamment par la société. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est une évidence. Mais je comprends que ça puisse choquer. Par contre, effectivement, quand on lit le livre, on n'est pas là pour cautionner ce qu'a fait Jonathan Daval. On n'est pas là pour justifier ce qu'a fait Jonathan Daval. Ça n'a rien à voir. On est là pour essayer d'expliquer les conditions d'un passage à l'acte et de tirer des leçons de ces conditions d'un passage à l'acte, parce qu'il y a effectivement aussi tout un tas d'enseignements à tirer des affaires criminelles. C'est pas exceptionnel, les affaires criminelles, il y en a quasiment tous les jours. Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de réflexions dans notre société, une société de l'immédiateté, où il n'y a pas ces réflexions. Alors plutôt que d'appréhender l'avocat d'un accusé comme un ennemi, un adversaire, il vaudrait mieux l'appréhender comme un partenaire, parce qu'il y a beaucoup de réflexions à tirer de notre parcours côte à côte avec ce qu'on appelle des criminels. Mais je vois la réaction d'un auditeur qui nous dit « La mort d'une femme permet de vendre des livres avant Noël, parfois l'humain me répugne ». Je vous livre ce témoignage. D'abord, le livre est paru il y a déjà quelques mois. Là, vous êtes là aujourd'hui. Ce genre de réflexion, je vais vous dire. Mais justement, je voudrais voir comment vous racontez que ça a été très dur. Madame l'expert, je vais être très clair. Je vais pas gagner d'argent avec ce livre. Vous savez très bien qu'elles sont d'abord, il est coécrit. Les droits d'auteur sont partagés. C'est pas du tout sur un livre que je gagne ma vie. C'est avec mon métier d'avocat. Bon, donc, mais il y a quand même un vrai problème en France. Dès qu'on fait quelque chose, on vous demande est-ce que vous gagnez de l'argent. Bon, c'est une drôle de question, c'est très français, j'ai pas envie d'y répondre, mais en tout cas, voilà, c'est pas l'objet. Il faut dire aux gens qu'on ne gagne pas forcément de livre. Le livre est très personnel. Il est aussi très personnel. Il y a beaucoup de vous dedans, de votre parcours, de votre relation avec votre épouse. Vous racontez, on suit vraiment le cheminement, comment vous avez appris la mort d'Alexia Daval, comment Alexia Fouillot, et puis la façon dont cette affaire vous est arrivée. Et puis
puis vous dénoncez, parce que c'est très compliqué aujourd'hui avec les médias, la manière dont peut-être on a fait un symbole de Jonathan Daval, des violences faites aux femmes, et vous dites c'est pas exactement ça non plus. Il y a une femme qui est morte, c'est absolument tragique, mais la simplification, c'est ça contre quoi vous vouliez vous élever. C'est le manichéisme actuel. C'est-à-dire que ce procès-là, on a beaucoup souffert de cette présentation manichéenne, et on souhaitait faire une présentation des personnes de cette affaire, pas des personnages, mais des personnes de cette affaire, qui soit tout sauf une présentation médiatique. Et en réalité, on a toujours le sentiment de tout connaître sur cette affaire parce que tout est écrit dans les médias. Mais ce qui est écrit dans les médias est plus vendeur que la réalité, en gros. Parce que, bien évidemment, présenter Jonathan Daval comme un perverse manipulateur, c'est toujours plus vendeur que de le présenter comme ce qu'il est en réalité. Donc on a essayé de revenir sur une réalité apaisée, avec de la réflexion et du recul, ce qu'on n'avait pas dans le temps médiatique. C'est pour ça d'ailleurs que le temps du livre n'est pas le temps médiatique, et j'ai attendu la fin du procès. Et qu'il arrive maintenant. Exactement. Mais vous dites qu'il y a souvent un amalgame qui est fait dans les médias, où on met tout le monde dans le même panier. Or, le cheminement, chaque histoire est particulière, et chaque histoire, chaque trajectoire de vie est différente. Alors Madame Lexler, vous saurez que dans les cours d'assises, on doit se battre contre cet amalgame. Parce qu'effectivement, il est ancré maintenant dans l'inconscient populaire. Et c'est assez compliqué à combattre, parce que vous avez des citoyens qui baignent dans cet inconscient, dans cet amalgame. Et cet amalgame, il avait très bien été traduit par l'intervention de Marlène Schiappa. C'est-à-dire, ne réfléchissez pas, ne dites rien, ne défendez pas. Il y a des faits, et ces faits-là méritent perpétuité. Qui est Jonathan Daval, pour ceux qui nous écoutent? C'était Oui, c'est vous. Alors, évidemment, la question qu'on se pose, c'est l'éducation et la réflexion. Est-ce que d'une certaine manière, vous n'excusez pas, enfin, est-ce que comprendre, c'est pas excuser, c'est de dire voilà, un adolescent qui avait des difficultés, etc., non, parce que vous voyez, j'ai considéré que la peine prononcée par la cour d'assises était juste. Je n'excuse rien. 25 ans de prison. Et 25 ans, ce n'est pas rien. Et comment il vit cette peine, lui, en prison aujourd'hui? Il l'accepte. Alors, Jonathan Daval ne s'est jamais plaint de rien. Il l'a toujours accepté, il accepte cette peine, il a toujours accepté sa position de détenu, il a toujours considéré qu'il était là où il devait être à cause de ce qu'il avait fait. Et lui-même, jamais ne s'est trouvé la moindre excuse pour son passage à l'acte. Il n'a pas essayé de se justifier. Il a essayé d'expliquer le cheminement qu'il avait conduit à cette scène de violence unique dans sa vie. C'est une scène de violence unique dans une vie, mais qui est une scène de violence extrêmement sauvage à ce moment-là, un déferlement de rage. Et effectivement, c'est ce passage à l'acte aussi qui nous intéresse en termes d'analyse. Parce que, est-ce qu'on peut les éviter? Je suis persuadé qu'on peut en éviter beaucoup, pas tous, il y aura toujours des crimes, mais des esprits bien construits peuvent être éduqués sur beaucoup de choses, et notamment sur la chose amoureuse, et je trouve qu'aujourd'hui il n'y a aucune réflection par rapport à ça, malheureusement. Il n'y a plus d'éducation par rapport à ça. Mais c'est compliqué d'expliquer la chose amoureuse, vous-même vous le dites, hein, dans le livre, la clé de toutes ces affaires, c'est l'ignorance de la chose amoureuse. Ce n'est pas comme le clame haut et fort Madame Coffin, qui s'autorise à dire que tous les hommes sont des prédateurs. Mais la chose amoureuse, elle est très compliquée, et c'est pour ça que c'est difficile. Dans les médias, on se jette tout de suite sur les choses sans savoir, sans connaître. Exactement. Donc, mais c'est difficile, vous avez raison, mais pourtant,
Ça s'explique. Il y a la littérature qui peut permettre de comprendre beaucoup de choses. Je pense que l'éducation qui passe notamment par un enseignement avec les parents, les grands-parents, sur l'autre, l'altérité de l'autre, le respect de l'autre, l'empathie, c'est des choses qui s'apprennent depuis tout petit. Si vous n'y pensez pas, si vous n'avez jamais mentalisé ce genre de choses, vous savez, moi je vois là, dans les affaires... Oui. Est-ce que là, ça aurait changé quelque chose en l'occurrence? Je pense que ce couple était affectivement, amoureusement handicapé. Ouais. Inadaptés et handicapés. C'est-à-dire qu'ils avaient considéré que toute leur vie serait ensemble, qu'ils ne changeraient jamais, que l'amour était éternel, et qu'au moment où ils sont arrivés dans une période où en fait ils avaient changé, Alexia avait beaucoup changé, ses attentes avaient beaucoup changé, ils ne se reconnaissaient plus. Ils ne s'aimaient plus en réalité, parce qu'ils étaient trop différents. Alors que pour eux, ils regrettaient bien évidemment l'origine de leur histoire et n'arrivaient pas à conceptualiser que ça ait pu changer. Alexia le dit à un moment, c'est terrible, elle dit « je ne suis pas heureuse ». C'est quand même la base. Ouais. Mais malgré tout, je reste, je pleure moins et je resterai jusqu'au bout. Là, on n'est plus dans l'amour, on est dans l'acharnement amoureux. Après l'acharnement thérapeutique, là, c'est l'acharnement amoureux, et ça se finit mal parce que il n'y a plus ce lien entre les deux qui fait que ça. D'empathie. Après, le meurtre pour X raisons, mais après dissimuler, brûler le corps, etc. Là, c'est encore une autre étape aussi. Oui, bien sûr. Tout le monde ne ferait pas ça. Je veux dire, il peut y avoir un accident. Non, tout le monde ne ferait pas ça. Ce que je dis simplement d'abord, c'est que c'est pas un monopole masculin. Là, les récentes affaires criminelles, et notamment dont on a la charge, montrent qu'on a des meurtres vraiment abominables commis par des femmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, Jonathan Daval, et ça c'est très compliqué à comprendre, parce que vous n'avez jamais tué personne, moi non plus, lorsque vous passez le cap de la chose criminelle qui n'était pas préméditée, vous êtes dans un autre univers. Et vos réflexions, vos réactions, votre cerveau fonctionne au travers du prisme de la chose criminelle. C'est pas rationnel. En tout cas, c'est pas... Il y a deux personnages différents. Il y a celui d'avant le crime et il y a celui d'après le crime. Et celui d'après le crime, effectivement, et c'est très humain, va chercher très souvent à essayer d'échapper à sa responsabilité. Et en faisant ça, il aggrave sa situation d'ailleurs. Il aggrave sa situation. J'avais posé la question au père d'Alexia aux assises. Je lui avais dit, mais si Jonathan vous avait appelé tout de suite après, est-ce que ça aurait changé les choses? Il m'a répondu, ça aurait tout changé. Ça aurait été un meurtre ordinaire. Ça a été sa réponse. C'est le père qui parle. Voyez, et Jonathan en a fait un meurtre extraordinaire par son comportement. Par son comportement à lui. Bien sûr, le mensonge, la dissimulation, le fait qu'il ne voulait pas perdre sa place, ni vis-à-vis de sa famille, ni de sa belle famille. En fait, il a couru désespérément après la personne qu'il était avant le passage à l'acte. Un peu comme un enfant qui ferait une belle tache d'encre noire sur un pull blanc, qui couperait la tache avec un ciseau et qui remettrait le pull en se disant on voit plus la tache. Oui, mais on voit un trou énorme. Qu'est-ce que ça vous a appris, que ça vous a transformé? Vous avez été en pleine lumière, vous êtes avocat à Besançon, vous, a priori c'était pas... Non mais à Paris, ce que je veux dire, vous n'êtes pas... Voilà, vous n'étiez pas forcément appelé à être dans la lumière comme ça. Mais dans la lumière comme ça, on avait des dossiers nationaux, on avait déjà fait beaucoup d'émissions et ce genre de choses, mais dans la lumière de cette façon-là, non, on ne s'y attendait pas, pour être très clair, et je le dis dans le livre. Moi, j'étais persuadé qu'au bout de 48 heures, c'était terminé. On n'était pas préparé du tout à cette hystérie autour de cette affaire. En fait, on n'a pas du tout anticipé l'impact que cette affaire aurait dans l'opinion publique, parce que des affaires comme celle de Jonathan, nous en traitons entre 10 et 12 par an. Et des affaires beaucoup plus graves parfois. Qu'est-ce qu'il y a pire encore Et j'en sors là d'ailleurs. La semaine dernière, j'étais dans une affaire d'assassinat d'une jeune femme afghane qui a été tuée par son mari, où la peine prononcée a été 30 ans, qui était autrement plus compliquée que l'affaire de Jonathan Daval, et dont on n'a pas parlé au niveau national. Donc effectivement, on n'avait pas anticipé cela. Et je vous dirais, tant mieux, parce qu'à la limite, on l'a vécu sans préparation, sans anticipation. On en a tiré quand même beaucoup d'enseignements. Je voulais qu'elle se taise, c'est entre guillemets, c'est une phrase qu'a prononcée Jonathan Daval, la tragédie amoureuse d'Alexia et Jonathan Daval, c'est paru chez Hugo Doc, Randall Scherdorfer et Frédéric Gilbert. Vous avez donc coécrit ce livre qui permet de comprendre un peu mieux d'aller dans la nuance d'une affaire criminelle comme celle-là. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. On se retrouve dans